Le 6 août 1945, les Américains larguent la première bombe atomique sur Hiroshima. Une ère nouvelle, marquée par la menace nucléaire, commence. Dès cette date, Staline, Mao Tse-tung, beaucoup d'autres avec eux, estiment que l'usage de l'arme atomique contre le Japon ne visait pas l'empire du soleil levant, déjà exsangue et épuisé, mais la nouvelle puissance montante du communisme en Europe comme en Asie. L'usage de la bombe aurait été le premier crime de l'après-guerre, le lever de rideau de la guerre froide, et les civils japonais vitrifiés, des victimes innocentes. À cela, certains historiens militaires américains rétorquent que les plans japonais prévoyaient une intense mobilisation pour défendre le sol de la mère patrie et que la résistance à outrance opposée dans toutes les petites îles japonaises attaquées depuis 1944 ne laissait présager qu'un bain de sang lors du débarquement américain prévu pour l'hiver 1946. Le prix en vies humaines japonaises, américaines et britanniques eût alors été incomparable. Les deux thèses se font face depuis 50 ans, mais tout récemment, de nouvelles sources d'archives et de nouvelles enquêtes historiques permettent d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, où en est le Japon fin juillet 1945 ? Après la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, le Japon se retrouve seul face aux Américains. Les Japonais sont militairement vaincus, mais par le triomphe d'une stratégie indirecte des États-Unis. L'archipel japonais a été étranglé par la guerre sous-marine, pratiquement toute la flotte de commerce japonaise a été envoyée par le fond, les villes sont bombardées sans relâche. Le bombardement de Tokyo, qui embrase la ville le 9 mars 1945, cause ainsi la mort de 130 000 personnes, presque autant qu'à Hiroshima 5 mois plus tard. Mais néanmoins, l'armée japonaise a été pour l'essentiel contournée. Elle n'a presque pas eu à combattre, sauf en Birmanie et aux Philippines, perdues pendant l'automne 1944 et l'hiver 1945. Mais à ce constat, il faut rajouter un élément fondamental de la mentalité japonaise. C'est une conception de l'honneur tout à fait unique, qui impliquait une résistance à outrance et que prônait sans relâche la propagande officielle. Derrière ce discours de résistance, le gouvernement japonais espérait intimider les Américains et obtenir une paix négociée moins défavorable. L'objectif était aussi de jouer sur les contradictions américano-soviétiques au lendemain de l'effondrement de l'Allemagne. De leur côté, que veulent les États-Unis ? Tout d'abord, les Américains veulent en finir rapidement. Le souci prépondérant et fondamental de Truman est avant tout de devoir concentrer des forces considérables au Japon pour une longue campagne estimée à 18 mois qui risque de coûter la vie à peut-être 300 000 soldats américains, alors que de l'autre côté, l'armée rouge est en train d'intensifier sa domination sur l'Europe de l'Est. Mais ils craignent aussi un double jeu des soviétiques, car ils déchiffrent les télégrammes optimistes que l'ambassadeur japonais à Moscou, Sato, envoie à son pays et qui laissent supposer une entente possible entre Hirohito et Staline en faveur d'une paix négociée. Les Américains ont notamment besoin d'une capitulation franche des Japonais en Chine pour renforcer le gouvernement nationaliste du maréchal Chiang Kai-shek qu'ils soutiennent depuis 1936 et dont la faiblesse militaire et politique les inquiète pour l'avenir. D'où l'insistance des Américains à la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945 pour obtenir coûte que coûte la rupture soviéto-japonaise et l'entrée en guerre de l'Union soviétique en Mandchourie. Et de fait, le 26 juillet, l'Union soviétique s'associe aux Anglais et aux Américains pour exiger la capitulation du Japon sans condition. Mais ce succès diplomatique est cher payé. Et c'est là toute la problématique dans laquelle se trouvent enfermés les Américains. L'intervention soviétique va certes précipiter la capitulation du Japon, mais dans le même temps, elle va étendre l'influence communiste en Asie, notamment en Chine, et sans doute au-delà, dans toute l'Asie du Sud-Est. Dès lors, pourquoi utiliser la bombe atomique ? D'abord et avant tout, pour épargner des vies humaines et éviter un prolongement de la guerre jusqu'en 1947. Ensuite, pour gagner du temps. En effet, la bombe permet une accélération spectaculaire de la manœuvre américaine et une redistribution complète des cartes en leur faveur. Le dilemme est résolu. L'Amérique reprend l'initiative stratégique et peut clore la guerre avant que soviétiques et communistes chinois n'aient trop avancé sur le terrain. Bien sûr, la question demeure, les Américains étaient-ils pleinement conscients de la portée de leurs gestes ? À son arrivée au pouvoir, Truman ignorait tout du projet Manhattan, bien plus que Staline, renseigné par ses espions. Et personne, y compris à Los Alamos parmi les physiciens, ne savait encore au printemps 1945 quels seraient tous les effets de la bombe. De plus, pour Truman et les militaires, la bomba n'était que la poursuite par des moyens renforcés
de la campagne de bombardement stratégique des villes japonaises. Certes, le bombardement de Nagasaki, 5 jours après Hiroshima, aurait dû être évité. Mais la lenteur et la confusion des réactions japonaises au lendemain d'Hiroshima expliquent en partie la poursuite d'une campagne déjà planifiée. Pendant ces 5 jours, le ministre de la guerre, le général Hanami, continue à refuser une capitulation sans condition que souhaitent l'empereur et le Premier ministre, l'amiral Suzuki. Il reste à déterminer, et c'est la thèse d'historiens japonais et aussi de jeunes historiens antinucléaires américains, si effectivement le Japon était sur le point de capituler avant que ne soit employée la bombe atomique. À l'appui de cette thèse, il y a 2 éléments. Premièrement, l'existence d'un parti de la paix. Le Japon, à la différence de l'Allemagne et de l'Italie, n'était qu'une semi-dictature, où l'empereur et certains aristocrates très proches de lui ont toujours encouragé l'existence d'un parti de la paix. Lorsque son chef, le futur Premier ministre de l'après-guerre Shigeru Yoshida, est arrêté en janvier 1945, il continue d'ailleurs à bénéficier d'un traitement de faveur. Ce parti de la paix s'est renforcé évidemment en 1944-1945 parmi les diplomates comme parmi certains chefs militaires, notamment dans la marine, les ultras se concentrant dans l'armée de terre. Deuxièmement, on sait que Hirohito a essayé d'écarter un certain nombre de chefs militaires ultras entre juin et juillet 1945, dont le général Hanami, le ministre, au moment même où les bombes atomiques étaient mises au point. Mais il est surtout difficile de savoir ce que les Américains pouvaient percevoir de ces faits à l'époque. En effet, ce que les Américains constataient et prenaient prioritairement en compte, c'était la résistance absolument acharnée, parfois surréaliste, des Japonais, civils et militaires, partout où on se battait. Non seulement ils n'avaient pas cédé un pouce de terrain en Chine, mais ils avaient même avancé de 100 km à l'intérieur du pays en 1944-45 pour empêcher les bombardements de Shanghai et de Canton par l'aviation sino-américaine. Leurs soldats préféraient mourir de faim. Ils gagnaient la jungle au lieu de se rendre aux Philippines, là où ils étaient encerclés. Et à partir de la conquête de la colonie japonaise des îles Mariannes en 1944, quand les Américains se sont trouvés pour la première fois confrontés à des civils, on a assisté à des suicides en masse de la population, résolue apparemment à ne pas se rendre elle aussi. Aujourd'hui, on sait que les suicides de masse de Saipan et d'Okinawa ont été en partie organisés par des militaires excités, en partie dus à la panique répandue chez les malheureux civils, et qu'il ne s'agissait pas nécessairement de l'expression d'un fanatisme aveugle. Cela, le renseignement américain ne pouvait pas le deviner à l'époque. À cela s'ajoutent les préparatifs pour la défense du Japon et la résistance acharnée, déjà à Iwo Jima et surtout à Okinawa, premières îles métropolitaines attaquées par les Américains, et enfin l'apparition des avions suicides, les kamikazes. Disons simplement que le coefficient de résistance exceptionnel des Japonais, partout où ils combattaient, faisait craindre à l'Amérique des pertes absolument monstrueuses en cas de débarquement et de bataille classique sur le sol japonais. Ainsi, la réponse est-elle claire. Les Japonais étaient peut-être prêts à capituler pendant l'été 1945, mais il ne pouvait s'agir à l'époque que d'une hypothèse pour les Américains qui ne disposaient d'aucun élément indiscutable pour la valider. Allons même plus loin. Même si l'empereur Hirohito était en train, en effet, de préparer son peuple et son armée à une capitulation à terme, il n'était pas du tout évident que son sens de l'honneur japonais lui aurait permis de déposer les armes avant d'avoir tenté une ultime bataille, et sur le sol même de la patrie. Une bataille pour l'honneur, dans laquelle, à l'image des jeunes kamikazes qu'on envoyait sur la flotte américaine jour après jour, l'empereur, ou à tout le moins son entourage et ses principaux généraux, auraient trouvé une mort glorieuse en défense du territoire national, laissant ensuite à d'autres le soin de se rendre aux Américains. Les Américains ont-ils atteint leur but ? Oui et non. Si l'on considère l'objectif de finir rapidement la guerre, pour ne pas laisser à l'Union soviétique le loisir de prendre une place trop importante en Asie, la bombe n'aura rien résolu, puisque les Soviétiques, grâce au mandat reçu à Potsdam et à l'excellence de leur espionnage aux États-Unis, ont envahi la Mandchourie quelques heures avant le lancement de la bombe de Nagasaki et ont occupé un morceau de la Corée sur laquelle ils ont étendu leur influence et qui est devenue la Corée du Nord. Cet avantage sur le terrain s'est ensuite converti sur le plan stratégique, puisque tout le matériel de l'armée japonaise a immédiatement servi à armer Mao Tse-tung et à chasser les forces de Chiang de Mandchourie dès 1948. En ce sens, la bombe d'Hiroshima aura été déclenchée quelques semaines trop tard.
Mais en revanche, la capitulation du 15 août a permis à Truman de refuser aux Soviétiques une zone d'occupation au nord du Japon et aux hauts fonctionnaires américains arrivés dans les bagages de MacArthur de procéder à marche forcée à la mise en route d'une révolution démocratique qui fera du nouveau Japon l'allié insubmersible des États-Unis pendant la guerre froide. La bombe laisse donc le champ libre aux deux révolutions. La révolution paysanne communiste de Mao et de Ho Chi Minh sur le continent, la révolution industrielle libérale et démocratique de MacArthur et de Yoshida dans l'archipel, laquelle s'étendra peu à peu à la Corée du Sud et à Taïwan. Un demi-siècle plus tard, le rapport des forces en Asie n'aura guère changé.